Sur le terrain, peut-être avant de parler des résultats de ma thèse, quelles ont été mes méthodes sur le terrain? Euh, Est-ce que quand je suis parti, j'avais vraiment l'idée de méthode précise sur le terrain? Je ne crois pas. En fait, j'avais l'idée, effectivement, de m'insérer encore une fois dans des réseaux de relations, de ne pas me cantonner au village où j'étais, mais aussi d'aller voir dans les villages environnants ce qui se passait, etc., dans un autre. Mais ceci dit, je m'étais posé deux questions quand même avant le départ de mon terrain de thèse, puisque j'avais déjà fait ce terrain de thèse pour la maîtrise. À ce moment-là, sans interprète, j'avais utilisé notamment Antoine Sagara qui parlait français et puis d'autres personnes qui parlaient français pour travailler. Mais évidemment, pour mon terrain de thèse se posait la question des interprètes ou pas, informateurs ou pas. Donc je suis parti avec l'idée que non, j'allais pas prendre d'interprète, j'allais parce que j'avais une connaissance déjà de la langue, alors, pas de la langue dogon, du parler dogon de cette région, puisqu'en fait il y a des parlers dogon très différents, il n'y a même parfois pas d'intercompréhension entre des locuteurs de régions différentes. Mais en raison de mes voyages précédents, de mon terrain, j'avais déjà, mais je ne maîtrisais pas suffisamment pour suivre précisément et surtout pour transcrire et traduire les textes oraux ou les discussions que j'enregistrais presque systématiquement. Donc je me dis, j'ai passé les 2 ou 3 premiers mois de mon terrain à Kosovo à approfondir ma connaissance du parler, en l'occurrence du Tengékan ou du Giminikan de cette région, pour pouvoir en fait maîtriser totalement la langue. En fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, puisque je connaissais déjà les gens du village, donc dès que j'arrive pour mon terrain de thèse, je suis invité un peu partout à assister à tel rituel avec les vieux, à assister à telle cérémonie avec les jeunes, à assister au cabaret, à enregistrer des chants, des déclamations épiques, etc., etc., que, en fait, j'étais incapable de traiter à ce moment-là, avec une grande frustration de ne pas comprendre exactement ce qui se passe lors d'un rituel auquel j'assiste. Et donc je craque, mais craque en fait très vite, et je prends un interprète qui, au départ, c'est toujours par mon réseau de relations, est au départ, mais pendant une courte période, pour me dépanner en fait, est le petit frère en fait d'Antoine Sagara, mon oncle, en l'occurrence Alphonse Sagara, alors lui qui était surcompétent, c'était un diplômé de l'école normale supérieure en français. Il faisait ça, et son ambition évidemment c'était pas d'être l'interprète de l'ethnologue blanc dans un village de Gonds. En fait, donc il va trouver très vite un poste au lycée de prof de français au lycée de Sévaré. Et comme je trouvais ça assez confortable, donc pour des mauvaises raisons peut-être,
j'ai pris un deuxième interprète, en fait, qui était un jeune, alors qui avait un profil différent, il avait été très peu à l'école, mais c'était en quelque sorte un autodidacte, Nouhoum Guindo, qui est malheureusement mort récemment de maladie, alors qu'il était très, très, très jeune, et qui maîtrisait, qui avait l'expérience en fait de la transcription phonétique, et qui maîtrisait très bien le français à l'oral comme à l'écrit, et qui était surtout très, très efficace dans les transcriptions et les traductions qu'à l'époque j'étais incapable de faire, et qui étaient en fait très nombreux. C'est finalement le plus... ce qui prend le plus de temps, c'est de traduire tous les enregistrements qu'on a faits, au moins partiellement, dans la journée. Et du coup, est-ce que, parce qu'on a l'image de l'interprète, et c'est vrai dans l'émission Griot, qui oriente l'enquête, qui déforme éventuellement les propos des informateurs, est-ce que ça s'est passé comme ça? Bon, l'idéal aurait été, dès le départ, de me passer encore une fois d'interprète, bien sûr, mais finalement, j'ai trouvé plusieurs avantages et pas trop d'inconvénients, parce que notamment, Guindo ne cumulait pas, contrairement par exemple aux interprètes de la mission Griot, plusieurs rôles en étant à la fois informateur, enquêteur, interprète, ce qui là va forcément orienter l'enquête dans un sens ou dans un autre. C'était quelqu'un en fait qui venait de la ville, qui avait en fait très peu de Bandiagara, qui découvrait en fait un monde qui finalement connaissait peu, donc il n'a jamais été un informateur, mais il s'est pris au jeu, je crois que ça l'intéressait, et donc c'était aussi très agréable de pouvoir parfois discuter avec lui, y compris sur les traductions, parfois on n'était pas d'accord, mais dans 95% des cas, c'était toujours lui qui avait raison. Et donc, j'y voyais des avantages aussi, parce que effectivement, ça permettait, pendant que moi, je recopiais mes notes le soir ou en fin d'après-midi, lui transcrivait en fait les textes oraux ou les discussions qui avaient été enregistrées. Et donc, c'était un gain de temps. Après, on pouvait discuter sur les traductions, etc. Mais c'était un gain de temps appréciable. En fait, j'ai pu me passer d'interprète qu'à la fin de mon séjour de 2 ans de thèse. Comme quoi, il faut croire que je ne suis pas très doué en langue, parce que en fait, d'autres auraient, sans doute au bout d'1 an d'immersion, entre guillemets, dans un village, auraient maîtrisé complètement la langue. Bon, ça n'a pas été exactement mon cas. Autre question qu'on se pose, qu'aujourd'hui, qui est une question un peu très contemporaine, est-ce qu'on a des informateurs sur le terrain, ou est-ce qu'il ne faut pas en avoir, etc. Bon, moi, j'assume d'avoir eu des informateurs. Non pas une grande partie de mes observations, mais aussi de mes discussions venaient de discussions impromptues ou vaguement initiées par moi à travers une question a priori naïve, enfin qui se voulait naïve, au cabaret, en discussion avec les gens, parce que de toute façon, les gens viennent constamment discuter chez vous quand vous n'êtes pas au cabaret, parce qu'en Afrique, d'ailleurs, on ne laisse pas quelqu'un tout seul, sinon il va devenir fou. Donc, voilà, il ne fallait surtout pas laisser seul l'ethnologue. Il y avait toujours des gens dans la concession pour discuter
avec moi, ce qui est parfois un peu pesant, parce que de temps en temps on aimerait bien un peu avoir de solitude, ce qui est très difficile dans un contexte villageois, mais ce qui est aussi très agréable par certains côtés, et puis une source d'information spontanée sur tous les sujets, car encore une fois, les gens viennent aussi vous raconter spontanément les problèmes, les rumeurs du village, etc., en raison de ce statut un peu extérieur, tout en étant un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Mais voilà, quand on a une volonté d'avoir un peu une dimension notamment historique sur ce qui se passait il y a 50 ans, parce que le commerce de bière a énormément évolué au XXe siècle, etc., et ben, il faut s'adresser à des personnes, des vieux notamment, vieux qui ne fréquentent pas les cabarets, parce qu'ils doivent adopter un boire plus digne, et ça exige aussi des questions plus précises sur, effectivement, notamment des points de vue historiques sur ce qui se passait il y a 50 ans ou davantage au niveau des rituels. Il y a des rituels qui ont disparu, des rituels nouveaux qui sont apparus, etc. Et là, ce n'est pas forcément des conversations spontanées qu'on a avec les gens au cabaret. Donc oui, j'ai eu aussi des informateurs et j'ai même eu, je dois l'avouer, puisque c'est très mal vu, un informateur privilégié qui était mon grand ami Pindo Sagara, mort très vieux, lui, puisqu'il y a peu de temps également, qui était mon compagnon de boire, en fait, dans ce village, ce qui est quelque chose d'un peu institutionnel. Et c'est quelqu'un qui était un barde renommé, qui chantait notamment dans les cabarets, pour des raisons de prestige notamment, et donc qui, pour justement pouvoir rencontrer des rivaux chanteurs, pour se mesurer à eux, il écumait tous les cabarets de la région, et je l'accompagnais, puisqu'on était compagnons de boire, relation un peu, encore une fois, institutionnelle, qui implique des droits et des devoirs avec son ami et son compagnon de boire, et c'est quelqu'un qui, en fait, était un grand spécialiste de la littérature orale, qu'il adaptait lui-même lors de ses performances orales, mais il avait appris en fait un grand nombre de récits oraux, et c'était, est-ce que cette relation très personnelle que j'avais avec ce Pindo Sagara a eu un impact négatif? Je ne crois pas, parce que c'était quelqu'un, justement, on était très amis, très proches, qui me renvoyait à d'autres personnes. C'était pas l'informateur unique qui, en fait, a réponse à tout, mais justement, quand il n'était pas chasseur, il me renvoyait à des chasseurs quand je voulais, à des guérisseurs, puisqu'il n'avait aucune compétence thérapeutique. Et donc je crois que ça a été une relation à la fois très sympathique et très bénéfique pour mon travail. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les informateurs privilégiés, mais voilà. Sur les difficultés et écueils du terrain, je crois que peut-être ça sera
là, je n'aurai pas le temps d'en parler. Mais ça, c'est peut-être intéressant, et c'était ce que vous aviez aussi noté. Alors, je ne sais pas si on peut le rajouter quelque part, ou